Bonjour et bienvenue à tous dans notre deuxième numéro de l'émission spéciale sur l'enseignement à distance présentée par l'Université Bernadette Muleka. Je suis Alex Chibangu et je suis encore très ravi de vous accueillir dans ce deuxième numéro. L'objectif de cette émission est de vous informer et vous sensibiliser sur les nombreux avantages et opportunités que présente l'enseignement à distance en mettant en avant les témoignages des experts, des étudiants et des professeurs. Mais aussi, nous souhaitons mettre en lumière les innovations technologiques et pédagogiques que présente l'enseignement à distance, mais aussi la flexibilité que cela apporte dans l'apprentissage. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous allons aborder un thème important. Nous allons faire retour sur les expériences de l'apprenant au gestionnaire de programmes d'enseignement à distance. Et pour aborder ce thème, nous avons le privilège de recevoir encore une fois de plus M. Pascal Chimanga. Nous avons eu le plaisir de le recevoir, mais nous revenons quand même avec lui aujourd'hui. Alors pour vous qui n'avez pas suivi le premier numéro, laissez-moi vous étaler le profil ô combien riche de M. Pascal Chimanga. M. Pascal est actuellement gestionnaire principal de programmes éducatifs auprès de l'ambassade américaine en RDC. Il valorise une douzaine d'années dans le champ de l'éducation et de la formation avec une emphase sur les technologies éducatives, mais aussi il est initiateur du programme MOOC Camp de l'ambassade des États-Unis. Il a aussi pris en charge l'enseignement dans un programme de master en ligne, mais aussi il a appuyé beaucoup de projets pour l'éducation, dispositifs de formation continue à distance des enseignants. Il est ancien président de l'association plutôt des anciens apprenants en formation ouverte et à distance de la RDC et finalement, il est chef de département de gestion de projet ici à l'Université Bernadette Muleka. Voilà pour la présentation de M. Pascal. Bonjour M. Pascal et merci. Bonjour, je suis Alex Chibangu, merci de me recevoir. Alors aujourd'hui, nous avons encore l'immense joie de revenir avec vous pour parler un peu de retour sur expérience, de l'apprentissage, mais aussi vous êtes parti de l'apprentissage jusqu'à devenir un gestionnaire des programmes de formation, d'enseignement à distance. Alors pour la première question, qu'est-ce que vous pouvez nous parler un peu, nous partager comme gloire et lutte en tant qu'apprenant d'abord de l'enseignement à distance? Merci beaucoup, Monsieur Alex Chibangu, pour cette question. Alors, mon parcours d'apprenant en formation à distance remonte des années 2002. Alors, l'Agence universitaire de la francophonie faisait une promotion, une sorte de campagne pour le recrutement d'apprenants en formation à distance qu'elle parrainait, en partenariat avec quelques universités d'Europe francophone et de l'Afrique francophone. Alors, j'étais intéressé par une des offres. C'était le programme de licence en sciences de l'éducation, offerte par l'université de Franche-Comté. C'est ainsi que j'ai embarqué dans l'aventure. Heureusement, il y avait pour moi pour beaucoup d'apprenants de pays du Sud, des pays en développement, il y avait une sorte de bourse partielle ou de tarif préférentiel. Ça veut dire que pour la même formation que j'ai suivie dans une université de Franche-Comté, mes autres collègues situés dans d'autres régions du monde payaient un peu plus cher que moi. Donc c'était un des avantages que j'avais dans ce parcours de formation. Et 2 ans après, quand j'ai validé ce parcours de licence en sciences de l'éducation, j'ai embarqué dans un programme de master d'éthique des organisations de profession offerte par l'Université de Nantes pour une année, un programme de master d'une année que j'ai validé entre 2008 et 2009. C'est un peu ça ma trajectoire d'apprenant. Mais comme vous le savez probablement, vers les années 2012-2013, on voit l'émergence d'un autre type de formation à distance, qui ne sont pas des formations diplômantes, comme celle de licence, de master que j'ai suivi, mais on les appelle le MOOC, le Massive Open Online Courses, qui sont des cours
ouverts à distance et qui permettent de recruter massivement à l'échelle mondiale. Donc, vous Et pouvez qui sont suivre le généralement gratuits. programme et à la fin, vous n'avez pas une sanction, un diplôme qui accompagne, mais vous suivez quand même le cours dans l'entièreté. Alors, l'avantage des MOOC, et je suis fier d'avoir participé à la première vague de lancement de ces MOOC, c'est que l'accès est gratuit par principe, pratiquement. Mais la sanction peut être un certificat, si vous le souhaitez, et il peut être payant selon les universités. Mais il faut avouer que c'est quand même des universités prestigieuses qui sont reconnues à travers le monde, qui offrent des programmes de cours comme ça en ligne, d'accès généralement gratuit, ce qui est quand même une aubaine, une super aubaine. Et on était très, très heureux d'avoir participé à cette première vague de déploiement de MOOC à travers le monde. Vous avez parlé des gloires, alors quelles sont les luttes? Je voudrais quand même savoir quelle était votre impression pour la première fois de suivre un cours à distance. Alors, je reviens un peu sur les gloires. À l'époque, nous avions l'avantage d'être un peu parrainés par l'Agence universitaire de la francophonie qui a ici à Kinshasa et à travers le pays, comme à Lubumbashi et ailleurs, des campus numériques qui servaient de centre de regroupement et centre de ressources pour les apprenants qui ne pouvaient pas être autonomes sur le plan de plateau technique. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'Internet décent à votre domicile, vous pouvez aller à ces campus numériques pour avoir accès aux ressources, mais aussi à tout le plateau technique. Donc, ordinateur connecté à Internet, vidéoconférence, et ainsi de suite. Donc, c'est une des gloires qu'il faut célébrer, d'avoir une institution d'appui, dans ce sens, au pays qui a aidé également à l'émergence et au rayonnement de l'enseignement à distance dans le pays. L'autre gloire pour moi, c'est que je me rappelle que pour certains travaux, comme les travaux pratiques, le devoir, il était demandé de le faire de manière participative, collaborative. Et on formait des groupes d'apprenants localisés, situés à différents points du monde. J'avais des apprenants en France avec qui je travaillais, j'en avais dans le Burundi voisin, et ça m'a permis d'élargir mon capital social et relationnel et de participer à une intelligence collective avec des apprenants situés à travers le monde. Et ça, c'est un des atouts qu'offre l'enseignement à distance au-delà des limites géographiques. Quelles sont les luttes? Je pense, à mon avis, qu'il y a un peu plus de gloire que de lutte. Ok. Mais laissez-moi mentionner peut-être une lutte. C'est que, bon, étant donné que j'avais pas un degré d'autonomie dans le sens que j'avais un plateau technique, j'avais une bonne connexion Internet avec tout le dispositif qu'il fallait pour bien suivre l'enseignement. Je devrais faire le déplacement vers un campus numérique de proximité. Évidemment, le déplacement, ça coûte ce que ça coûte d'y aller. Et donc, ça, c'est une des choses. Mais maintenant, comme vous le savez probablement aussi, qu'il y a des défis quelquefois un peu d'énergie. Je me rappelle qu'à un moment, je suis allé à un cybercafé pour soumettre rapidement un devoir dont le délai approchait. Exactement. Et la connexion n'était toujours pas aussi décente qu'on s'y attendait. Mais actuellement, quand même,
le paysage numérique, il est relativement différent et plus avantageux qu'il y a 2 décennies. Vraiment. Alors, nous nous rendons compte qu'en tant qu'ancien apprenant ou ancien étudiant, vous avez quand même des très bons souvenirs plutôt positifs de l'enseignement à distance. Alors, maintenant, vous l'avez dit dans l'émission précédente plutôt, que vous êtes non seulement un produit, mais vous êtes aussi celui qui a participé à initier plusieurs programmes de l'enseignement à distance. Maintenant, en tant que gestionnaire de programme, quelles sont les expériences que vous pouvez partager avec nous de l'enseignement à distance? Excellent. Le fait que j'ai participé à des programmes de formation à distance diplômante, et même certifiante, parce que les MOOC sont relativement certifiants, m'a permis de me positionner dans ce champ et d'être sollicité un peu comme une référence dans ce champ de l'enseignement à distance. J'ai commencé d'abord aux côtés de l'AUF en tant que président, en coordonnant les activités de tous les apprenants en formation à distance. Et même tous ceux qui terminent des parcours, on s'était regroupés en association, en collectif, pour continuer de nouer contact, de réseauter, de partager des opportunités d'emploi, mais aussi servir de personne ressource pour les nouveaux apprenants. Donc, je voulais insister sur le fait que dans le développement pour les apprenants, dans le développement de leurs projets pédagogiques et professionnels, nous, comme anciens, moi comme président de l'association des anciens apprenants en formation à distance, me tenir à leur côté comme une personne ressource, comme un coach, était, à mon avis, un des facteurs clés qui ait contribué à leur réussite et à élucider, à étoffer leurs projets professionnels et pédagogiques. Donc, je voudrais aussi noter que, fort de cette expérience, toutes les fois qu'il y avait des appels à enseignants vacataires ou à tuteurs pour des autres programmes de formation à distance offerts par des universités à travers le monde, on a été toujours sollicités. C'est à ce titre que la 2IE, qui est l'Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou, qui offrait un programme, beaucoup de programmes d'ailleurs, a pu nous recruter pour accompagner les apprenants dans le programme de master en ligne sur le management stratégique et opérationnel. On a pris en charge des enseignements en tant qu'enseignant vacataire pour accompagner les apprenants. Alors, une des choses qu'il est peut-être possible de noter dans ce programme est que, en tant que tuteur, je n'étais pas directement un expert de contenu, donc je n'ai pas participé à la conception de contenu pédagogique. Est-ce que c'est même un modèle intéressant que l'Université Bernadette Mouleka pourrait utilement valoriser? C'est que les contenus pédagogiques sont déjà créés et mis à disposition. Maintenant, puisqu'il faut un ratio tuteur-apprenant raisonnable pour permettre un suivi de proximité individualisé des apprenants, donc je crois qu'on limitait ce ratio entre 1-20, un tuteur pour 20 apprenants ou un tuteur pour 40 apprenants, afin d'encourager ce suivi de proximité. C'est à ce titre que j'ai eu 3 cours à prendre en charge dans ce cadre de ce programme de master. Donc c'est un modèle important, intéressant à méditer, à penser. Et je voudrais aussi mentionner que je me suis retrouvé entre 2013 et 2015 à l'ambassade américaine en tant que coordonnateur de vivier d'anciens boursiers de programmes d'échange éducatif du département d'État américain. Et la vague de déploiement de MOOC me trouve là, à ce poste-là. Okay. Alors, l'ambassade cherchait quelqu'un qui pouvait... parce que en avant-plan étaient les universités américaines, c'était Harvard University, et
et puis MIT, qui étaient parmi les pionniers dans l'émergence un peu de MOOC. Et donc, il y avait un intérêt pour le département d'État américain d'encourager la participation à ces programmes de formation à distance. Alors, j'avais heureusement ce profil, ce calibre de quelqu'un qui est passé par là, qui est un ancien participant au programme de formation à distance et qui a accompagné de nombreux apprenants également. C'est ainsi que l'ambassade sollicitera mes services pour lancer et initier le programme de MOOC Camp, qui, à mon avis, c'est un modèle très, très intéressant et très, très bien pensé, qui consistait en ce que l'on recrute à travers le pays des apprenants selon les filières données, selon les cours d'intérêt, et que on identifie dans chaque site, dans chaque lieu de concentration, ce qu'on appellerait MOOC Hub. Donc, c'est comme un centre de ressources ou d'appui pour les apprenants. Et ça peut être, par exemple, des centres culturels que l'on voit à travers le pays. Ça peut être une entreprise tierce ou une université comme UBM, l'Université Bernadette Mouleka, qui ouvre ses portes pour servir de centre de regroupement pour les apprenants qui, dans ce coin, suivent des MOOC et veulent être accompagnés un peu. Donc, et l'université offre la formation, est responsable de la formation, mais l'esprit de MOOC Camp, c'est d'assurer un accompagnement étape par étape des apprenants pour les aider à s'approprier les différentes plateformes où ces formations sont offertes, pour les aider dans la maîtrise, pour les connecter à des anciens qui sont déjà passés par là. Non seulement ça, mais plus important encore, et ça c'est vraiment un modèle important à souligner, c'est que on faisait venir des professionnels qui ont émergé dans ce domaine. Par exemple, si vous avez un cours sur l'entrepreneuriat, on identifierait sur le marché congolais un entrepreneur congolais qui a fait ses preuves, qui a réussi et qu'on amènerait sur site pour qu'il parle avec ses apprenants, qu'il partage l'expérience avec ses apprenants. Et ça fait toute la différence. Exactement. Voilà. Avant de finir, je voudrais quand même mentionner que je participais aussi à... Et c'est une expertise vraiment qui a été utilisée par beaucoup d'institutions. Par exemple, tout ce qui avait trait aux campagnes de sensibilisation sur l'enseignement à distance avec le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. On a été mis à contribution. Et lorsqu'il fallait penser pour la RDC à un programme de formation continue des enseignants afin d'améliorer la qualité des apprentissages, on a travaillé avec un collectif d'autres experts internationaux et nationaux, y compris le recteur actuel de l'université, Bernadette Mouleka, Dr Honoré Nzambou, sur le développement d'un dispositif de formation continue des enseignants du primaire en RDC, dans plusieurs sous-divisions le projet PROSEB. PROSEB, exactement. Financé par le partenariat mondial. J'ai eu aussi à participer au projet, exactement. Excellent. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons pu monter le dispositif qui prenait appui sur des centres de ressources pour enseignants localisés à travers plusieurs provinces éducationnelles avec un plateau technique suffisamment décent pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation en RDC. Merci beaucoup en tout cas pour cet exposé brillant, mais aussi des souvenirs parce que pendant que vous êtes en train de parler, vous citez des dates, on voit que vous rentrez un peu dans... C'est comme si vous êtes en train de vivre l'expérience de tout ce que vous avez vécu. Mais partant de votre expérience, est-ce que vous pensez que l'orientation, un programme d'orientation est utile pour quelqu'un qui se lance dans l'enseignement à distance où il peut aller dans la découverte lui-même, explorer, s'adapter, apprendre et commencer à utiliser les plateformes d'enseignement à distance? Ça, c'est une question relativement complexe.
Bien entendu, les apprenants ou les candidats qui s'intéressent à la formation à distance sont en face d'un univers assez large d'offres et de filières, et que le choix peut être relativement difficile à faire. Mais le fil conducteur, et c'est peut-être aussi un des éléments d'avantage d'avoir un conseiller d'orientation ou peut-être un ancien, également un coach, c'est que il peut vous accompagner dans le développement de votre propre projet professionnel et même projet pédagogique. Et avec lui, vous pouvez définir des étapes et des milestones, comme on les appelle, pour arriver à où vous voulez arriver. Et cela également peut éclairer le choix de filières à embrasser. Il y a aussi une dimension de la demande de marché, puisque on fait ces formations pour être utiles à la société, utiles au marché, et quelquefois l'adéquation entre ces formations et la demande du marché n'est pas toujours naturelle, mais je crois que c'est quand même utile dans une certaine mesure d'avoir un peu d'orientation pour assurer que le choix que l'on fait, il est en phase avec le besoin du marché et que les débouchés sont presque déjà disponibles à l'avance. Merci beaucoup. Pour vous qui nous avez pris à court dans cette émission, nous sommes avec M. Pascal Chimanga, un des gestionnaires de beaucoup de projets dans l'enseignement à distance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire un retour sur les expériences. Il est en train de partager avec nous les nombreuses expériences de l'enseignement à distance et combien cela est utile pour nous permettre de voir combien on peut utiliser cela pour nous qui voulons nous lancer dans l'enseignement à distance. Revenons vers vous, M. Pascal, pour une autre question. Si c'était à refaire, pencherez-vous sur l'enseignement traditionnel ou vous allez toujours espérer continuer avec l'enseignement à distance? Et si c'est l'enseignement à distance, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Peut-être qu'on peut faire différemment dans le domaine de l'enseignement à distance. Excellent. Avant de répondre à cette question, je viens de me rappeler que une des choses qui me faisait énormément plaisir en tant qu'apprenant était que l'université m'avait transféré une carte d'étudiant. OK. Et ça me faisait énormément plaisir. Et un numéro étudiant transférable. Ça veut dire que à travers le monde, j'utiliserai ce même numéro pour soit reconduire mes crédits universitaires, soit embarquer dans une nouvelle aventure, un nouveau parcours. Ça me faisait énormément plaisir. Wow. Donc, autant vous dire que l'enseignement à distance est aussi prestigieux, aussi valide que l'enseignement traditionnel. Alors, pour revenir à votre question, peut-être que il m'est pas possible de trancher sur quelle direction prendre. Mais peut-être que je peux revenir sur une variante de votre question de si c'était à refaire. Qu'est-ce que je ferais différemment dans mon expérience. Une des choses que j'ai notées dans beaucoup de dispositifs de formation à distance était que il me semblait qu'il y avait une sorte de vague d'intérêt pour les technologies nouvelles, pour essayer des nouveaux outils, et moins d'emphase sur l'apprenant et sur les processus d'apprentissage. OK.
Je crois que je le dis dans des émissions antérieures, dans une certaine mesure. Et ça piège les prestataires de l'enseignement à distance, puisque ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la technologie avant l'apprentissage. Vous voyez. Et alors que les technologies doivent être au service des apprentissages. Donc, il y a besoin de bien penser les programmes de formation à distance, de bien configurer ces programmes dans un scénario pédagogique qui garantisse véritablement l'acquisition de connaissances et les apprentissages, et non une sorte d'obsession sur les technologies. C'est un peu un piège que j'ai vu, et c'est quelque chose qu'il est important de méditer. Il y a aussi dans beaucoup de programmes qui touchent les technologies une sorte de... Je pense qu'il faut peut-être parler d'un faible investissement dans la maintenance. OK. Et dans l'entretien de ce dispositif de plateau technique. OK. Si vous revenez à 5 ans après, est-ce que vous trouverez ce même plateau technique bien maintenu, ce centre de ressources pour enseignants bien maintenu? Est-ce que vous trouverez les souris, les périphériques à leur place? Tout ça. Donc, c'est quand même un défi majeur. Et si c'était à refaire, je crois que je mettrais davantage d'intérêt également sur le suivi et la maintenance du plateau technique et de tous les équipements qui soutiennent l'offre de la formation à distance. Alors, nous sommes en train de tendre lentement et sûrement vers la fin de notre émission aujourd'hui. La dernière question, Monsieur Pascal. En tant que gestionnaire, quel conseil donnerez-vous aux futurs gestionnaires de programmes d'enseignement à distance? Très bien. Je veux paraphraser ce que j'ai dit précédemment. Les technologies sont au service de l'enseignement et des apprentissages et non l'inverse. OK. Donc, on devra faire attention de ne pas tomber dans ce piège d'obsession de technologie au détriment de la réflexion sur la scénarisation pédagogique qui garantisse que ces technologies peuvent être utilisées utilement, peuvent être valorisées utilement à des fins de faire avancer les enseignements et les apprentissages. Je pense aussi que, étant donné notre contexte opérationnel, avec des défis qui sont parfois exogènes, qui ne dépendent pas de nous comme prestataires, qui sont exogènes, c'est le cas du faible taux de pénétration d'Internet, de couverture cellulaire, de taux d'accès à l'électricité par les ménages. Et donc, je crois que c'est bon d'innover continuellement pour valoriser des ressources alternatives qui permettent d'élargir l'accès à l'enseignement à distance. C'est le cas du solaire, par exemple. Tu vois, nous traversons l'équateur, notre pays est suffisamment ensoleillé. On peut utilement valoriser les solutions solaires pour avoir de l'énergie et continuer de faire avancer l'agenda de l'enseignement à distance à RDC. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer cette émission par rapport au retour d'expérience que nous avons partagé avec vous? Nous avons senti que votre parcours est riche, nanti d'expériences vraiment positives. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier mot pour toutes les personnes qui ont suivi l'émission aujourd'hui? L'enseignement à distance me semble être l'enseignement d'avenir. C'est presque irréversible. Les prouesses technologiques nous font beaucoup de bien et on peut utiliser la technologie pour
ferait progresser les processus d'apprentissage et d'acquisition de connaissances. Et je crois que c'est important de ne pas rester en marge, d'embarquer dans le bateau et de continuer d'être innovant et novateur plutôt dans la conception de dispositifs de formation à distance. Et il y a certainement aussi un besoin de diversifier les modalités de cette offre d'enseignement à distance. On n'est pas obligé de mener un programme 100% à distance. Mm-hmm. Il y a des scénarios hybrides, d'hybridation, qui sont également très, très prisés et qui sont très, très porteurs. On peut imaginer des séances en ligne, à distance, et une possibilité également de regroupement en présentiel quand il y a un besoin autre qui le dicte. Donc, il y a plusieurs scénarios à imaginer, et tout ça, c'est dicté par le besoin de la compréhension du contexte dans lequel nous sommes. Merci beaucoup, Monsieur Pascal, pour votre disponibilité. Vous avez accepté de disponibiliser de votre temps en dépit de vos nombreuses occupations pour répondre à notre invitation sur ce plateau. Et merci à vous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé de retour sur les expériences de l'étudiant au gestionnaire de programmes d'enseignement à distance. Et qui d'autre que Monsieur Pascal pour nous parler de cela? Il nous a partagé ses nombreuses expériences de comment il a commencé comme un étudiant, il a suivi des programmes, il a lui-même participé à beaucoup de programmes d'enseignement à distance, et quel riche parcours. Donc, vous qui essayez, vous qui hésitez encore de vous lancer dans l'enseignement à distance, vous savez qu'il est dit que la sagesse, l'expérience de celui qui vient est la sagesse pour celui qui part. À partir de ces nombreuses expériences présentées par M. Pascal, vous avez le choix de décider de tourner vers l'alternative qui est l'enseignement à distance pour lutter contre les limites de l'enseignement traditionnel. Je rappelle que M. Pascal est chef de département de gestion de projet ici à l'Université Bernadette Mouleka. Et c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau, M. Pascal. Plaisir énorme. Merci de me recevoir. Alors, si vous avez peut-être des questions pendant que M. Pascal était en train de parler, vous avez des questions, vous vous interrogez, comment répondre, vous pouvez nous écrire sur notre WhatsApp, sur le numéro qui sera affiché sur le bas de l'écran. Mais aussi, nous sommes disponibles sur nos plateformes réseaux sociaux. Vous pouvez aller liker, commenter et partager pour permettre à ceux qui ont encore des doutes, des mythes, des hésitations sur l'enseignement à distance de savoir que nous sommes en train d'apporter quelque chose de nouveau au travers de l'Université Bernadette Mouleka. Nous allons nous retrouver pour un prochain numéro ici sur ce plateau technique de l'Université Bernadette Mouleka, toujours dans l'émission spéciale sur l'enseignement à distance et toujours avec M. Pascal pour partager encore sur un autre thème. C'est un gros plaisir. Merci, M. Alex Thibault. Allez, on se retrouve pour un prochain numéro, toujours avec nous sur ce plateau pour partager de nouvelles expériences avec M. Pascal. À bientôt.